bienvenue dans les Chats d'Isa, le podcast qui fait pétiller la joie. Partageons ensemble un moment, une tranche de vie, une expérience, une discussion avec des invités créatifs, artistes, acteurs, créateurs d'un présent joyeux, audacieux, ambitieux, sans prétention, des désirs d'âme et de cœur vivant. Les Chats d'Isa pour inspirer, faire écho, éveiller chez vous, chers auditeurs, votre élan créatif pour un présent et un futur au plus près de votre essence. Cyril Lankar, auteur de son premier ouvrage, La quête inaboutie d'un juif devenu musulman. Nous allons parler littérature, art oratoire, expression de soi, visibilité également. Bonjour Cyril. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec grand plaisir. Tu es auteur, tu accompagnes aussi sur l'écriture, sur écrire son histoire. Je vais te laisser te présenter. On est Ok. toujours mieux placé parfois pour parler de son histoire. Je m'appelle Cyril Lankar et j'écris depuis tout petit des poèmes, des histoires. Et là, je viens d'écrire un livre. Et à côté de ça, je suis entrepreneur. J'aide les gens à prendre la parole en public. Donc, je suis formé en art oratoire. Je suis formé dans le domaine thérapeutique aussi. Puis j'accompagne aussi les gens à écrire leur histoire. Alors, ça peut être soit sous le format d'un livre, mais aussi sur les réseaux sociaux pour les coachs et thérapeutes qui veulent exploiter leur histoire pour créer du lien avec leur audience. Du storytelling, c'est ça? Ouais, j'appelle pas ça comme ça, mais oui. Ouais, c'est ça. Ça y ressemble en tout cas. Ça y ressemble. Tout à fait. Quel est comment dirais-je, qu'est-ce qui t'anime le plus? Ou est-ce que tout t'anime? Est-ce que tu trouves finalement dans ces différentes parts un lien entre toutes ces parts? Pour moi, le lien entre que ce soit art oratoire, prise de parole en public ou ce que je fais à côté des histoires, c'est amener les gens à prendre conscience qu'ils sont plus que ce qu'ils croient, qu'ils sont légitimes, qu'il y a des trésors dans leur histoire, qu'ils sont légitimes à parler. Redonner de la dignité aux gens, c'est ça le moteur derrière ce que je fais. Oui, finalement, chacun est son propre héros de sa vie et que toute histoire est très intéressante. Et c'est ça, et les gens, quand ils parlent d'eux, en général, ils se minimisent, ils se rabaissent beaucoup. Ils ont un critique intérieur très, très fort. Et moi, mon but, c'est de les amener à voir les choses autrement. Et même pour la prise de parole en public, souvent, les gens se pensent pas légitimes, pensent qu'ils n'ont pas de qualité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de leur faire voir les choses autrement, pour qu'ils s'expansent davantage. Ouais, c'est intéressant. Comment tu opères du coup? Comment ça se passe? Imagine, je viens te trouver et voilà, je veux parler de moi, de mon histoire. Et, comment ça se passe, un échange avec toi? En général, les gens me contactent sur Instagram. Mhm. C'est en distanciel. Après, il y a des formules d'accompagnement. Si tu veux écrire ton livre, on se voit une fois par semaine, plus du travail avec un drive. Il y a des groupes aussi. Là, on a une formation avec pour le côté prise de parole en public qui s'appelle S'exposer. C'est des personnes, thérapeutes et coachs, formateurs, qui ont du mal à faire des vidéos. Mais Hmm. pourtant, on est presque obligé de passer par là aujourd'hui. C'est Ça, c'est compliqué sûr. de Je te s'en passer. confirme. Donc, il y a différentes formules, il y a différents besoins et il y a un accompagnement en général qui est à distance, 1, 2, 3 mois, avec des rendez-vous réguliers, du travail qu'on s'envoie sur un drive, dans le but de soit exploiter son histoire, soit mieux prendre la parole en public. Qu'est-ce qui t'a motivé? Est-ce que c'est toi-même qui as rencontré cette difficulté? Tu as eu envie de parler de ton histoire, t'as envie, et que du coup, t'es passé par ces étapes-là pour en arriver là? Ouais, moi, j'ai arrêté l'école à 16 ans. Je suis TDAH, hypersensible. J'arrivais pas à l'école. Donc, jusqu'à 16 ans, ce que j'entendais de moi, c'était pas très sympa. Forcément, quand tu as des mauvaises notes, la note te donne aussi presque une place dans la famille. Parce que quand le frère et la sœur travaillent bien et toi, tu as des zéros ou des deux, bon, bah, tu es vu comme celui qui pose problème, qui fait de la peine aux parents. Et je m'ennuyais en classe, donc j'ai commencé à écrire en CM1 des longues histoires. Et puis, par les histoires que j'écrivais, j'obtenais de la reconnaissance. Puis après, j'ai écrit des poèmes. J'étais quelqu'un de très triste. Et que je ressentais des choses très fortes. Donc j'ai commencé à écrire parce qu'il fallait que je trouve un exutoire pour pas rester avec ça. Puis j'écrivais des poèmes. Et puis après, j'étais sur scène slam. Puis après, je suis devenu animateur d'atelier sur scène slam. Puis après, formateur. Puis après, je me suis formé en art-thérapie. Ça s'est vraiment passé comme ça. C'était une aventure où j'ai trouvé un talent, je m'y suis accroché. Puis comme j'ai arrêté l'école, j'ai composé avec et la vie m'a mené jusqu'à écrire un livre aujourd'hui. C'est comme si tu tirais des morceaux, en fait.
Ah, exactement, exactement. On tire des morceaux, on cherche des ressources pour l'art. On est créatif dans le malheur souvent. Quand on est triste, on est super créatif. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes j'ai des rappeurs qui retournaient dans la maison de leur enfance pour ressentir l'angoisse de l'époque, pour retrouver de l'inspiration. Parce que quand tout va bien, on est moins inspiré, c'est plus compliqué. Mais dès qu'il y a un petit coup de blues ou un petit coup de mou, bah là, on produit plus. Et moi, comme j'étais quelqu'un d'assez triste, je produisais facilement. Puis après, il fallait bien que je compose ma vie. Quand tu es original, tu dois trouver ton circuit à toi, vu que je rentrais pas dans le moule. On te remet dans les cases. D'ailleurs, on le voit chez certains rappeurs. Je pense, tu vois, je connais pas tous les titres, mais ma fille écoute beaucoup de Jul je remarque, du coup, j'ai entendu ces thèmes et je vois comment lui, il s'est thérapeute en fait au fil de ses créations. Au début, c'est un peu dark en fait, et puis plus il a eu du succès, et plus maintenant c'est plus soft, on voit vraiment aussi l'évolution personnelle de l'artiste dans son œuvre. Ouais, en général, on dit que le premier album, c'est toujours le meilleur. Puis Ah après, oui, il y a des gens qui viennent te voir, puis qui te conseillent, tu as plein de conseillers. Après, tu deviens une marque. Donc, oui, il faut te driver, il y a des gens qui sont là, tu as plein de communicants, tu tournes, il faut produire ci, ça. Mais au départ, c'est brut de décoffrage. c'est vrai. Il y a un artiste qui C'est disait, vrai. de manière un peu vulgaire, mais j'aime la métaphore, le premier album, T'es à c'est comme poil. quand tu te retiens d'aller aux toilettes, tu as envie, puis tu sors tout, puis après bah, tu te conformes à des normes, tu es regardé, tu es écouté, tu deviens une marque, il y a des gens qui investissent sur toi, donc c'est différent. Ouais, moi je dirais presque, alors d'une autre manière plus poétique, c'est peut-être le premier album, c'est quand la première rencontre avec un amoureux ou une amoureuse et tu te dévoiles en fait un peu brut, puis après, bah, du Ouais, coup, tu essayes de trouver un peu des artifices pour ouais, c'est ça, séduire encore en fait. c'est ça. Ouais. Et tu slams encore? Ou c'est derrière toi? Euh, non, enfin, c'est derrière moi. Dès qu'il y a des contextes dans lesquels je peux le faire, je le fais, mais je vais plus sur les scènes slam comme avant, il y en a beaucoup moins. Moi, quand j'y allais, c'était à l'époque où Grand Corps Malade avait émergé, il y avait des scènes partout à Paris. Mais aujourd'hui, bon, pour que j'aille sur une scène un soir et faire, j'ai moins le temps, c'est plus ma priorité, j'ai autre chose. Mais ça s'est transformé. Ouais. C'est transformé. La prise de parole, pour moi, c'est une nouvelle manière d'exprimer ce que je fais. Avant, ça passait par le slam, maintenant, ça passe par les histoires, ça passe par autre chose. Et ton sujet de prédilection, donc au début, c'était un peu une œuvre plutôt je suis, du coup, c'est-à-dire vraiment parler de toi. Et puis avec le temps, quand finalement tu as opéré cette transformation en toi, que tu as proposé des accompagnements, est-ce qu'aujourd'hui, tes productions, elles sont toujours en je suis, c'est-à-dire est-ce que tu parles toujours ou tu as romancé, tu romances euh, d- d- alors, j'avoue, j'ai pas lu ton ouvrage, je reconnais, c'est pas normalement. On doit Non, toujours lire avant d'interviewer. Est-ce que c'est personnel? Je me suis posé la question en regardant le titre. l'ouvrage, Oui, est-ce que c'est une c'est très histoire? intime, c'est très personnel, c'est très émouvant, c'est très subversif, c'est très sulfureux. Et est-ce que ça Euh, parle de toi? C'est ça que je Bien voulais sûr, c'est mon parcours. savoir, c'est ton parcours. C'est autobiographique, mais il y a des analyses politiques, géopolitiques, théologiques dedans. Je parle aussi d'histoire, il y a plein de sujets qui sont abordés en toile de fond. Il y a des poésies dedans aussi, il y en a pas mal. Et je finis même sur un texte pour ma fille, le dernier. La dernière page, c'est ça. Donc oui, oui, ça parle de moi, ouais. Le texte pour ta... Mais je vais l'acheter. Le texte pour ta fille, est-ce que c'est comme une sorte de témoignage, un relais, quelque chose que tu... Il y a un rappeur là qui vient d'écrire un texte aussi pour sa fille. Il expliquait, j'ai perdu le nom, mais il expliquait que dedans, il y a mis ses peurs de père. Il l'avait fait pour son fils et c'était tout à fait différent par rapport que pour sa fille, parce qu'il avait peur qu'elle s'abîme plus qu'un garçon qui trouvait que c'était moins évident pour une fille de trouver sa place aujourd'hui, d'être, voilà, euh, peut-être, il avait plus peur, on sentait en tant que papa, Mm. et qui en même temps, il l'invitait à être complètement libre, une femme libre plus tard, et qu'il avait toutes ces contractions en lui. Est-ce que ça ressemble un petit peu à ça? Non, moi, c'est un message pour lui dire de garder son esprit critique, de ne pas suivre forcément les récits dominants, parce que c'est vachement sur l'esprit critique, mon livre. Mhm. Et j'ai été vachement marqué de voir des gens sympas,
généreux au possible, soutenir le pire parfois, sans compassion ou empathie pour ceux qui meurent sous prétexte qu'ils sont du camp d'en face. Déshumaniser le camp d'en face, ça m'a vraiment marqué. Et c'était ça le message pour ma fille, c'est garde ton esprit critique. Et à un moment, j'ai dit aussi, j'espère qu'un jour tu contrediras ton père et ne porte attention à ceux qui sont dans le déclin, qu'on regarde avec dédain, je dis des choses comme ça. Et voilà, ne suis pas forcément les récits dominants, etc., etc., quoi. Reste juste. Certains vendent leur peau pour suivre le troupeau. Toi, reste dans la justice. Voilà, c'est ce que je disais. Est-ce que tu trouves que c'est difficile justement qu'aujourd'hui il y a des médias mainstream et là j'imagine les sujets et à la fois spirituels et religieux et politiques. Est-ce que tu trouves que c'est difficile aujourd'hui d'avoir justement sa propre idée sans justement tomber dans une caricature ou des choses qui sont déjà pré-mâchées? Bah, Euh, ce qui est complexe avec les réseaux sociaux, c'est que vu que c'est un algorithme, il va te donner ce que tu crois déjà. Donc tout ce que tu vas voir vont confirmer tes croyances. Bon, ça mm, c'est normal, même sans les réseaux sociaux, on est déjà comme ça. Moi, ce qui m'a vraiment chagriné, le sujet qui m'a chagriné ces derniers temps et qui m'avait donné aussi envie d'écrire, c'est à quel point on peut se soumettre par peur du rejet à un esprit tribal, national, clanique, au point de soutenir le pire. Et c'est ce que disait, comment elle s'appelle, Hannah Arendt dans le procès Eichmann. mm, Finalement, c'est quelqu'un de normal qui faisait qu'obéir. Et moi, j'ai vu des gens généreux, gentils, altruistes, soutenir, avoir du sang, non pas sur les mains, mais sur les idées. Et ça qui m'a attristé. Et je me dis, c'est quoi de rester humain? Qu'est-ce mm, que rester humain là-dedans? mm. Et cette réflexion, elle parcourt mon livre. Ouais, c'est très intéressant. C'est le premier ou il y en aura d'autres ou ce sera le seul si c'est le Je ne sais pas, parce que là, premier. j'ai vraiment tout lâché. Je, T'as tout ça donné me, dans celui-là. ah ouais, c'est vraiment avec une phrase clé, tout ce que tu ne veux pas dire, c'est ça qu'il faut dire. C'est un livre qui t'empêche de respirer. Même ceux qui ont l'habitude de lire, on dit, mais voilà, ça te met dans un. C'est très facile à lire, Mhm. très facile, 300 pages, mais tu lis vite fait. Mais ça te met dans les eaux profondes au niveau émotionnel, ça y va, quoi. Ça décape. Donc Comment je tu sais t'es pas, il y en aura d'autres. sentie après? Oui, comment tu t'es sentie après? Est-ce que justement, tu dis ça décape, est-ce que c'est la métaphore de ton rappeur avant? Est-ce que là, tu as vraiment eu l'impression que tu avais libéré, que tu avais lâché ce que tu gardais depuis très longtemps? Ouais, complètement. Complètement. Libération. Peur aussi, parce que dans le livre, c'est pas fait pour que je sois perçu comme un gentil. Vraiment, je Mhm. dis des choses intimes de moi. Et puis, je livre des analyses politiques qui peuvent me coûter des soucis. Mm. Et peur Euh, après, peut-être une fois que ça a été fait, de dire, ouais, bon, je vais peut-être devoir assumer certaines conséquences. c'est ça, c'est assumé. Et en même temps, ben, ça m'a libéré, effectivement, parce que on passe une vie à avoir peur du rejet, C'est peur du vrai. regard des autres, à se conformer. Et là, c'était un moyen de tordre ça et de dire, ben, on y va. Quoi Allez, qu'il arrive, on assume. Et je sais qu'en faisant ça, j'allais gagner en liberté. Je gagne en liberté. gagner Il y en a un prix liberté d'expression, quoi. ouais, d'être soi, d'oser, d'avoir moins peur, de moins dépendre du regard des autres, de faire plus sa vie. On a tellement peur du jugement, on passe notre vie à nous cacher derrière des masques parce qu'on a peur d'être rejeté. Et exister, c'est aussi prendre le risque de déplaire. Oui, c'est notre nature en fait de clanique finalement que si un peu comme les animaux, hein, j'avais vu une fois un reportage d'un petit animal dans la faune et si elle avait fait quelque chose qui devait pas plaire au clan, bah, ils l'ont rejetée puis bah, elle savait qu'elle allait mourir C'est ça, sans la tribu et nous on a un peu quand même gardé ce truc archaïque que si on est rejeté, bah, on va mourir. exactement, exactement. Mais c'est très dur intérieurement, hein, mais c'est un exercice de justice, de justesse, et je voulais aller au bout, quoi que ça m'en coûte. Bravo à toi. Merci. Bravo à toi. Qu'est-ce que tu dirais aux gens qui vont écouter ce podcast, donc qu'ils soient thérapeutes, coachs, ou qui ont envie d'écrire leur histoire? Quel message tu aurais envie de leur donner? C'est une aventure extraordinaire, c'est thérapeutique, c'est incroyable d'écrire son histoire. On se comprend mieux, on s'accueille mieux, on s'aime. J'ai envie de dire, c'est un bon moyen, peut-être même pour vous aussi, dans vos accompagnements, déjà, de faire ce travail pour vous-même. Ça va vous rendre, je pense, meilleur coach, meilleur thérapeute, parce que je m'assume davantage, je m'aime, je m'accepte, je m'expose. Et en même temps, c'est un moyen vraiment de tordre le cou à tellement de carcans carcan du regard de l'autre, on en parlait avant, hein, de la peur du jugement, du rejet, pour devenir plus libre. Voilà. Vraiment s'assumer, exister, être libre.
Est-ce que tu crois que on sait vraiment qui on est, qu'à la fin de sa vie, parce que l'identité, il y a un socle, mais quand même, il y a on change d'opinion, on se contredit parfois hein, dans la vie. Ce qu'on croyait, on ne croit plus, nos valeurs peuvent évoluer. Est-ce que tu crois qu'il y a quand même un socle qui reste toujours de notre identité? Oui, 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 je pense que oui, mais de toute façon, les réponses qu'on se trouve n'épuisent pas les questions qu'on se pose, puisque qui on est. Beau ça. Non, mais la réponse, elle évacue pas la question, en fait, sur ces J'adore. questions-là. Donc, on peut dire qui je suis aujourd'hui, je dis, ben, ça y est, j'ai trouvé une définition de moi, c'est ça, et puis dans quelques années, ça évolue, et tant mieux. C'est-à-dire qu'on est tout le temps en quête d'infini, de réponses, et s'il y avait des réponses définitives, on s'ennuierait. Ouais, Donc, à la oui, limite, mais par contre, à l'instant T, on peut avoir des réponses qui évoluent avec le temps. ouais, ouais, c'est en mouvement. C'est ça. C'est en mouvement. Et donc, élève ta voix, c'est toi tout seul ou il y a d'autres. Tu es en On est co-animation, deux. hein, On est vous êtes deux. deux. D'accord. On est Comment deux. vous Un qui êtes s'occupe plutôt trouvés? de. Ben, c'est mon beau-frère. Ah, c'est ton beau-frère. Vous C'est moi êtes, qui m'a vu faire une impro un jour. Je faisais déjà des ateliers autour de la communication, mais lui, il a vraiment voulu que je me professionnalise dans ce domaine-là. Il m'a vu faire une impro, une vidéo de moi qui tournait, le public me donnait des mots, et puis moi, j'ai fait un slam comme ça avec des rimes à l'instant T. Je sais le faire aujourd'hui, avec les mots du public, et il m'a dit, bon, ben, il faut faire de la prise de parole en public. J'ai dit, j'en fais déjà de la communication, mais. Et puis, quelques semaines après, il m'a dit, ça y est, tu fais ta première formation, ton premier stage avec un groupe qui est là, il y a une salle, il y a tout. Je fais, ah bon? Il dit, ouais, ça y est. Du coup, ça fait 4 ans. J'avais déjà une base dans le slam, dans le théâtre, dans tout ce que j'ai fait autour, mais ça fait 4 ans que je me professionnalise à fond là-dessus, dans ce domaine-là. j'ai interviewé avant toi un jeune slammer qui démarre aussi et il a fait cette impro avec 12 mots. Et c'est vrai que ça doit pas être évident comme ça d'improviser un texte qui veut dire quelque chose comme ça sur scène, hein. À moi, maintenant, j'ai tellement, enfin, les rimes viennent tellement facilement, j'ai tellement travaillé que même avec 40, 50 mots, des mots peu importe, bah, je retombe sur mes pattes, c'est devenu facile. J'ai tellement fait que c'est facile maintenant, on va dire. C'est devenu facile avec le temps. Je comprends. Cyril, c'est quoi ton rêve? Ah, c'est une bonne question. Mon rêve. Mon rêve, ce serait. Alors, j'ai fait ça comme projet. Je l'avais fait à Romainville. C'était un concours. J'avais appelé ça des arts oratoires, même si ça se dit pas. Normalement, on dit de l'art oratoire. C'était en groupe où il y avait le conservatoire, une section ado, une section enfance, les lycées, les collèges, les centres sociaux qui s'affrontaient. On a même fait 2 fois au ministère de la Culture avec des critères pendant la semaine de la langue française et de la francophonie. Moi, j'aimerais bien qu'il y ait partir avec un groupe comme ça, pouvoir voyager, être un coach, peut-être avec des jeunes motivés pour ça aussi, mais pas forcément les meilleurs à la base, les amener à évoluer, pourquoi pas faire une Coupe du Monde avec l'équipe de France en tant qu'entraîneur, un grand truc, avec beaucoup d'adrénaline, beaucoup de tension, beaucoup d'entraînement, une aventure humaine comme ça, où on irait aux États-Unis faire la Coupe du Monde d'éloquence en groupe, avec une aventure de groupe, avec un vlog qui serait fait, avec toute une organisation, et moi qui serais leur coach, et en essayant de les amener le plus loin possible pour vivre vraiment quelque chose de très, très, très fort. Ça Ouais, serait un de mes rêves, ouais. Après, il y a les rêves plus classiques. J'aimerais vivre davantage de ce que je fais, faire plus, on va dire. C'est plus oui. des objectifs, ça, que des rêves, on va dire. Oui, oui, C'est plus oui. Non, concret. mais là, moi, j'adore. Ta Coupe du Monde d'éloquence, je savais même pas que ça existait. Ouais, mais j'ai organisé là avec l'ONG humanitaire Dignité internationale un concours d'éloquence et le but, c'était que les participants mettent en avant leur projet et arrivent à dire comment leur projet redonne de la dignité aux gens. Hmm. Et il y a eu des sélectionnés, 4 qui ont gagné, et eux, ils vont représenter justement l'équipe de France contre le Bénin, au Bénin au mois d'avril. Donc moi, je partirai avec eux. Ah, Donc t'avais c'est des déjà mis projets un que... pied dans ton rêve. C'est ça, ouais. Ça. C'est magnifique. C'est magnifique. Et que les jeunes, pas des adultes. Là, je fais avec des adultes, mais moi, je l'ai fait avec des jeunes pendant 4 ans. J'appelle D'accord. ça à Romainville. Donc, je les ai eus, ils étaient petits, ils étaient plus grands que moi après. Et j'étais touché de voir des jeunes qui, a priori, étaient en difficulté, mais avec un potentiel. Enfin, c'était impressionnant, quoi, quand les jeunes se mettent à fond dans quelque chose, leur capacité à apprendre. Il y a pas les mêmes carcans que chez les adultes. Les adultes, ils sont. Plus on grandit, plus on est
emprisonné par des croyances limitantes, par une image de soi détériorée, c'est beaucoup plus compliqué à défaire. Jeune, c'est beaucoup plus élastique. C'est vrai. Il y avait un humoriste aussi que j'avais entendu, il avait invité sa prof de français parce que justement, il lui disait à l'école qu'il serait, enfin voilà, qu'il n'avait pas d'espoir de rien. Et puis il est monté sur scène, il a commencé de faire, son seul atout c'était le rire. Il a commencé de faire rire et donc il a fait de grandes scènes et il avait invité sa professeure de français pour lui dire, bah, je vous remercie parce que elle l'avait vexé. Puis voilà, comme tu disais au début de ton interview, c'est très dur quand on se sent différent, quand on a trouble de l'attention et tout ça. Et aujourd'hui, il est très, très connu. Et donc, Ouais. Ouais, c'est une belle victoire, une belle revanche. ouais, c'est une belle revanche, mais il y a beaucoup de gens qui sont laissés sur le carreau, qui n'arrivent pas à rebondir comme ça, quoi. Ouais, ben les artistes, c'est un peu ça en général, hein. Les artistes, c'est un peu des incompris, souvent des marginaux, ils sont un peu dans leur monde, ils sont souvent hypersensibles, donc ils ont plein de caractéristiques qui font que ils ont du mal à rentrer dans le moule, mais ils ont leur truc à eux. Ouais. Oui, et bien c'est encore pareil. Et c'est aussi peut-être pour ça qu'on les voit pas forcément successful, alors qu'en fait, tu prends Grand Corps Malade, bon, c'est un exemple très élevé, mais lui aussi, il n'était pas destiné à faire du slam. Il est rentré dans une scène comme ça, puis ça a fonctionné pour lui, quoi. Ben, c'est souvent comme ça les destins, hein. Au début, c'est pas Ouais, fait pour nous, on a des difficultés, puis on voit de la lumière quelque part, on rentre, il se passe un truc, et puis après, tout se met en branle, quoi. Ouais, ouais. ouais. C'est souvent comme ça. Justement, comment tu le vois, le destin? Est-ce que tu trouves que c'est déjà écrit, qu'il y a justement des cailloux qui sont déjà là qu'on voit pas? Je pense qu'il y a des choses qui sont déjà faites pour nous parce que en réalité, on est quand même assez limité. Déjà, on est limité dans le temps, limité dans Oui, les. La vie, elle est courte, elle passe vite. Notre potentiel, on ne sait pas tout faire. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui est déjà inscrit en nous. Et, à travers, bon, peut-être des caractéristiques innées, à travers l'éducation, à travers aussi notre expérience. Enfin, aujourd'hui, moi, si tu veux, enfin, si je dois faire de la mécanique, il faut que moi qui suis pas manuel, qui avait des problèmes de psychomotricité, enfin voilà, je vais peut-être pas tenir longtemps, ça va me saouler, je sens que c'est pas mon truc à moi, j'ai pas ce truc là. Peut-être par le travail, je pourrais arriver à quelque chose, mais c'est pas mon truc. Donc le destin, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut chercher en soi. Et étonnamment, je pense que quand on se connaît, quand on s'aligne avec soi, quand on marche sur son chemin, les choses arrivent assez aisément et naturellement. mm, Parfois, on force des portes qui sont pas faites pour nous, parce qu'on nous a dit qu'il fallait aller là, parce que c'est des idées dominantes. Et quand on trouve son chemin, ben, les choses arrivent. Donc je crois que le destin, c'est une rencontre de soi avec des choses qui sont déjà prévues avec l'univers pour nous, mais qu'il faut aller rencontrer quand même. vraiment d'accord. On dirait comme si tu marches sur l'eau, en fait, comme le film dans Indiana Jones, là, quand il met un pied, puis que le chemin se crée, tu sais, qu'il doit traverser entre deux Exactement. montagnes. Et ça, en fait, au fur et à mesure qu'il marche, le chemin, Et ben, c'est il exactement la ça. suit pas, quoi. Moi, j'ai travaillé avec des gens dans le marketing, on les a payés 10 000 euros, des gens connus, sans qu'il y ait de résultat. C'était Ouais, pas aligné. Et puis moi, je suis de mon côté, je fais des petits trucs et ça vient tout seul. ouais, Et quand on trouve l'endroit qui est fait pour nous, là où ouais. on est aligné avec nous-mêmes, où notre être est aligné avec le faire, les actions, Mm. il y a des chemins qui s'ouvrent, des rencontres qui se font, tout se met en place. Ouais, c'est vrai. Mais c'est trouver ce petit truc-là, hein, c'est trouver cet angle, ce petit morceau de coin où c'est vraiment pour toi, quoi. C'est C'est, ça. ça me fait penser à un pulse. Tu sais, t'es la pièce là au milieu qui manquante dans ce grand pulse de la vie, quoi, en fait, de 8 milliards d'humains. C'est ça. Il faut se connaître aussi, donc du coup, enfin, ça va avec, quoi. Si je veux trouver mon chemin, ben, pour trouver mon chemin, il faut que je me connaisse moi aussi. Plus je me connais, plus je peux trouver. Et plus c'est simple après. Ouais. Qu'est-ce que tu dirais, je sais pas, je connais pas ton âge, mais malgré tout, 38 ans. à 38 ans. Quand tu regardes justement quand tu regardes, là tu nous as parlé de ce que tu aimerais faire dans le futur, ton rêve, et quand tu regardes justement par rapport à cet adolescent de 16 ans qui avait son TDAH et qui est aujourd'hui l'homme que tu es devenu, est-ce que tu dirais que tout justement, tout ce que tu as vécu était parfait pour arriver à ce que tu es aujourd'hui? Oui, vraiment, ouais, tout était parfait, parce que sans ça, ben, j'en serais pas là. Ouais, Donc oui, tout était juste, sans les blessures, sans les épreuves, sans tout ça, je n'aurais pas pris ces chemins-là, j'aurais pas été vers le slam, j'aurais pas écrit, j'aurais pas fait de l'art-thérapie, j'aurais pas fait ceci. Tout était juste, ouais. ouais. Tout, Ton tout, tout. art-thérapie, c'est avec l'écriture, hein, c'est ce que tu veux dire? Je suis formé en art-thérapie sans être art-thérapeute. C'est-à-dire que j'ai fait pas mal de modules de formation. Et non, pas que l'écriture.
le collage aussi, la danse. Je peux faire des petits ateliers. Alors, plutôt, j'appelle ça, je suis diplômé animateur d'expression et de créativité. D'accord. Mais bon, la technique, c'est ce que j'ai appris en art-thérapie. Je suis Oui. formé aussi en thérapie narrative. Il y a pas mal de choses que j'ai pas dites là parce que je fais pas mal de choses. C'est le côté, c'est les hypersensibles multipotentiels, ils font plein de trucs et parfois C'est c'est vrai. complexe de tout expliquer. Je Mais comprends. oui, j'ai fait ça. Et oui, pour revenir à la question, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait aujourd'hui sans tout ce que j'ai vécu. Ouais, ouais, ouais. Oui, oui, d'ailleurs, les TDAH ou multipotentiels, comme tu dis, ou sensibles, d'autres personnes qui ne le sont pas peuvent se dire, mais ils sont perdus, ils font trop de choses, on n'arrive pas à les suivre. Mais c'est une façon de fonctionner. Exactement, ouais, c'est ça. Ah Alors, ouais. c'est dur pour les autres, parfois c'est dur à expliquer justement. Qu'est-ce Des qu'on fois, fait? c'est dur pour soi-même. Ouais, c'est dur pour toi-même. Mais on est comme ça, ouais, Ouais, effectivement. je comprends tout à fait. Est-ce que, donc, on va donner le titre de ton ouvrage, on le mettra sous la vidéo. À Elle est là, toi. donc, fils d'Abraham, la quête inaboutie d'un juif devenu musulman. Auto-édition ou c'est aux éditions? Ouais, pour l'instant, il est auto-édité. Il y a une maison d'édition qui m'a approché, donc on verra ça dans le mois qui suit. Oui, oui, auto-édité pour l'instant, oui. Qu'est-ce que ça apporte justement d'avoir une maison d'édition? Tu as une couverture plus importante, tu es promu, ils te font Ouais, la... en fait, là, pour l'instant, je gagne bien par rapport à ce que proposent les maisons d'édition. Sur Oui. 23 euros, je gagne 8,80 €. Mais pour qu'ils se vendent sur Amazon, il faut que tous les jours, j'en parle presque. Il faut que je fasse des stories, il faut que j'en parle, il faut que j'ai des émissions, il faut que j'ai des podcasts. Donc ça me demande un gros effort, de déployer un gros effort. Et là, oui, je peux vendre un petit peu. Un petit peu, là, j'en ai vendu presque 300, j'en ai vendu dans des librairies aussi. Donc c'est pas mal. Mais ça demande un gros effort de communication, du temps. La maison d'édition, elle, ben, elle a des points de vente. Elle va le mettre dans plein de librairies, ça va être sur plein de sites. Et puis, ben, en fonction de ce qu'ils vendent, moi, ils me donnent un pourcentage plus petit. Mais en même temps, ils font la promotion du livre. Moi, j'ai pas à m'en occuper. Ça me permet de me concentrer sur autre chose. Parce qu'au bout d'un moment, là, dans un an, si je lâche, ben, ça y est, il passe presque inaperçu. Là, je Mm. fais des podcasts, j'en parle, c'est très bien, ça se vend un petit peu, mais il peut devenir invisible très rapidement. Ouais, je comprends, noyer. Surtout qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font de l'auto-édition sur Amazon. C'est un Ouais. bon moyen aussi hein, pour après aller contacter une maison d'édition. C'est eux qui t'ont contacté? Non, j'ai un contact, quelqu'un qui m'a mis en relation avec eux. On a fait une interview, une deuxième. Ils m'ont acheté des livres pour leur librairie, puis ils m'ont fait la proposition. Ben, je te souhaite que ça fonctionne, Merci beaucoup. vraiment. Et puis, donc, tes ateliers avec ton beau-frère, Oui. hein, Ouais. comment il s'appelle-t-il? Sofiane. Sofiane. Donc là, c'est vraiment parler de soi, parler de son histoire, s'exposer, faire ce que tu fais en fait aujourd'hui. La C'est comme c'est un peu plus pédago. complexe. On Oui, a déposé une méthode qui s'appelle la psychommunication. la Parce que psychologie. D'accord. Parce que comme je suis formé dans le domaine thérapeutique et j'implémente vite, j'apprends vite, les gens me disaient, mais Cyril, c'est plus de la prise de parole en public uniquement, là. Tu vas loin, tu parles du système nerveux, des peurs, des parts de Ah oui, soi, oui. pour communiquer, assumer ses différentes parts, son humour, son autorité, communiquer depuis différentes énergies à l'intérieur de soi. C'est beaucoup plus profond. Et c'est ce que les gens me disaient. Ils me disaient, mais en fait, c'est une introspection, c'est un voyage pour retrouver la puissance de sa parole, prendre sa place. Je disais, ouais, mais je sais pas comment appeler ça. Ils me disaient, mais oui, mais c'est plus ça, c'est beaucoup plus puissant. Et du coup, on a trouvé le terme psychommunication. D'accord. Donc c'est à la fois de la psychologie, à la fois de la communication. Bah oui, parce que ce qui nous empêche de parler en public, c'est pas un déficit de vocabulaire, c'est des peurs, c'est du stress. Et ça vient d'où ça? Souvent d'expériences passées, en lien d'humiliation, de peur du rejet. Donc on va se conformer, on va mettre des masques, on va s'interdire d'être peut-être autoritaire, avoir de l'humour, de déplaire. On va beaucoup s'observer. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre son fonctionnement interne, pour que ça soit plus fluide. Ben, c'est sûr que si on a toujours entendu que ce qu'on disait, c'était pas intéressant, si on n'avait pas le droit de parler, si on était tellement différents qu'on se sentait hors norme, c'est compliqué après de venir s'exposer. Puis je trouve il y a aussi cette, comme tu disais tout à l'heure, les notes à l'école nous disent qu'il y a une juste valeur en fait à ce qu'on dit. En fait, comme s'il y avait on va avoir une note quoi. Oui, c'est ça. Ben, du coup, on développe un, on a un personnage intérieur qu'on peut appeler le perfectionniste, qui Ouais, passe notre temps à nous observer pour évaluer la qualité de ce qu'on dit. oui. Et comme on est sous pression, on perd cette fluidité originelle. Mhm.
Mais oui. Et moi, j'ai plein de consoeurs thérapeutes ou coachs qui disent, ah oui, mais si c'est pas intéressant. Alors, on voit tous les jours des gens pas intéressants qui parlent, hein. Oui, et c'est ça le problème, là aussi, dans le domaine, dans le côté psychologique, c'est d'abord savoir qu'on est intéressant soi-même. Et oui. Parce que si on a une image détériorée de soi, on ne pourra pas exposer au grand jour ce qu'on a à dire, puisque déjà la parole part d'un endroit abîmé. Et Mm, le but, c'est de retrouver une bonne estime de soi pour déjà soi-même reconnaître sa valeur avant de demander aux autres de la reconnaître. c'est sûr, c'est sûr. Est-ce que tu voudrais ajouter quelque chose, Cyril, à notre discussion? Non, mais j'aimerais bien que les gens lisent mon livre parce que je pense qu'il est très puissant, il est très fort, ça remue, ça secoue, c'est politiquement incorrect. Euh, euh, et dire aux autres, à ceux qui nous écoutent aussi, en plus de parler de mon livre, pour parler des autres, c'est comme c'est le thème de l'art, on n'a qu'une vie, elle passe très vite, donc essayons de la rendre artistique avant que la santé nous empêche de bouger ou que la mort nous prenne. Ouais. Enfin, on n'a qu'une vie. Pour l'instant, on vit celle-là, quoi. C'est ça, Hein, c'est ça. ça. Alors moi, je vais l'acheter, ton livre, et puis j'aime bien le mot poétiquement incorrect. Et peut-être ça peut aussi inviter à des gens à s'exprimer aussi de manière euh, franche, massive et personnelle. Mais j'espère en tout cas si c'est un exercice qui peut inspirer les autres, parce que Tu ça n'as fait pas du eu ce bien. retour encore pour l'instant sur les 300 ventes. Tu n'as pas eu quelqu'un qui est venu te dire, je te remercie Cyril, parce que grâce à toi, j'ai pu aussi m'exprimer sur... Non, c'est plutôt ce qui revient souvent, même si tu vas sur les commentaires Amazon, il y en a 35, c'est souvent le côté réflexion, notre humanité, la justice, ça bouscule, ça fait réfléchir, c'est émouvant. J'ai une maman qui m'a dit, j'ai dit pardon à mon fils en lisant ton livre, parce que je lui mettais beaucoup de pression et je me rends compte qu'on peut s'en sortir sans l'école aussi. Et en voyant ton parcours, j'ai vu qu'on pouvait rebondir. Bon, ça, c'était pas un effet souhaité à la base, mais ça m'a fait plaisir. Ça, c'est très important, je trouve. Oui, oui, parce qu'il y a Mhm. énormément de parents qui par peur, par leur propre peur aussi, craignent pour leurs enfants et leur avenir en pensant que ben, l'étude est un seul moyen pour pouvoir être Ouais, heureux, tout à fait. hein, Tout à finalement. fait. Et Tout à fait. comment tu vois Est-ce que tu as une vision de notre monde? Alors là, j'ouvre encore plus généralement, mais euh, ou est-ce que tu te dis plutôt, bah, voyons où ça va nous mener, tout ça, dans cette période très chaotique et en même temps porteuse de nouvelles choses? La période chaotique, ouais, ben en fait, moi déjà, j'essaye maintenant de moins m'informer parce que c'est que anxiogène. C'est vrai. Enfin, le problème, c'est que qu'est-ce que ça nous apporte à part de l'anxiété? Et ça nous mine le moral, on n'a rien envie de faire, on a envie de se couvrir et de fermer ses volets et d'attendre que la. Mais oui, parce qu'on nous annonce que des. Les catastrophes? Ouais, moi je pense que de toute façon, quoi qu'il arrive, on vivra ce qu'on vivra. Ben justement, pour revenir à ce que tu disais, ce qu'on disait tout à l'heure, essayons tant qu'on a la possibilité, de faire ce qu'on a envie de faire. Oui, Parce que demain n'est pas certain. oui, c'est vrai, c'est vrai. Et tu es quand même optimiste, toi, justement, sur quand même, on va retrouver chacun des ressorts en nous pour trouver ce bonheur finalement. Optimiste par rapport au monde, ou par rapport aux Oui, par individus? rapport au monde, oui. Non, je suis pas optimiste parce que je vois de quoi l'être humain est capable. On voit de quoi l'être humain est capable, mais je Dans les suis, deux j'ai envie sens, hein, quand même. Regarde, Cyril, dans les deux sens. Capable aussi de belles choses. tout à On fait, c'est vrai. on Faut parle pas pas le, assez. Justement, ce que je disais, je trouve que les médias nous montrent toujours le côté, l'envers moche, mais il y a tellement de belles choses qui se passent dont on tout à parle fait, peu. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Peut-être que euh, peut-être que pas optimiste, mais moi, enfin, en tout cas, ça m'amène dans une réflexion un peu lointaine, désolé, mais Le cerveau, il est parti loin. ouais, 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 ouais. Ouais. Non, mais en tout cas, essayons quand même de rester. Moi, ce que j'essaye, voilà, c'est de rester. Aujourd'hui, je sais, je connais l'importance du discours interne. Essayer Mm, de voir, d'accepter ce qui vient, essayer de lâcher prise, essayer de lâcher prise, et puis de faire ce qu'on a à faire. mm, Voilà, de vivre sa vie, mm. d'accomplir son destin. Ouais, c'est beau. C'est beau. C'est le Voilà.
Un beau mot de la fin. En tout cas, Cyril, je te remercie beaucoup pour le temps que tu as passé et on remercie les personnes qui vont nous écouter. Et je vais aller acheter ton livre. Merci beaucoup. Merci à toi. Bonne journée. Bonne journée à tous. J'espère que cet épisode vous a plu et vous a inspiré. Retrouvez mon actualité sur le site www.coach-isabelleleroy.fr.